La drépanocytose, l'une des premières maladies génétiques du monde. Chaque année, quelques 300 000 enfants naissent avec cette anomalie de l'hémoglobine, et la majeure partie en Afrique subsaharienne. Et pourtant, le diagnostic et le dépistage continuent de poser problème. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans votre numéro Les femmes d'ici, on parle de la drépanocytose. Asseyez-vous confortablement, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro des femmes d'ici, dans votre rendez-vous 100% franc-parler et 100% féminin. Bonjour Anan. Bonjour Kadi, ça va? Ça va bien, merci, et toi? Écoute, ça va, on est un petit peu seuls aujourd'hui en plateau. Oui. Mais c'est pas grave, C'est ça pas va bien grave. se passer. Alors comme tu le disais, on parle de drépanocytose aujourd'hui dans l'émission. Une maladie qui est assez répandue, sinon très répandue en Afrique subsaharienne, mais aussi dans le reste du monde, et qui pour autant demeure un petit peu méconnue. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelle est la maladie, d'où elle provient, comment on la transmet, on ne sait pas forcément quels sont les symptômes. Ouais. Beaucoup de choses qui restent un petit peu. Et puis les gens disent que c'est grave quand tu es drépanocytaire, on te dit que le pauvre, il va mourir bientôt. C'est la fin de ta vie. Voilà, c'est ça. Peu, ouais. Donc c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'a priori. Alors justement, comme d'habitude, on a porté la question sur la place publique et on vous a demandé, que savez-vous de la drépanocytose? On va entendre quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. La drépanocytose est une maladie génétique. Si elle n'est pas détectée tôt, elle peut tuer facilement. Donc parfois même avant les mariages, on demande aux conjoints de faire ce test-là. Si ces deux conjoints-là peuvent aller ensemble. Parce que pour éviter plus tard de faire des enfants qui naissent avec ces gènes-là. La drépanocytose, je sais que c'est une maladie biologique qui est héréditaire. On hérite ça le plus souvent de ses parents. C'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Ce que je sais sur la maladie de la drépanocytose, c'est que c'est une maladie sanguine d'abord. Donc ça atteint, si on peut dire, une certaine majorité dès la naissance. Et puis il y a beaucoup de soucis, surtout pour pouvoir avoir un remède fiable pour pouvoir lutter contre cette maladie-là. Je sais que la drépanocytose est une maladie héréditaire. Et je sais aussi que c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui on peut dire, il y a des personnes qui sont atteintes de la drépanocytose qui ne peuvent pas atteindre un certain âge. Voilà, un peu. Je pense que les gens savent un peu. Ouais, j'ai l'impression quand même que les personnes interrogées avaient quand même une certaine connaissance de la maladie, notamment de l'aspect génétique de la chose, du fait de savoir avant même de s'engager dans un couple. Et qu'il faut faire des tests avant de faire des enfants et tout. C'est bien. On va en parler davantage avec nos invités. Aujourd'hui, nous aurons Joël Aguassi, elle est entrepreneur, professeur Boadi, hématologue, Patricia Dossé, présidente de l'association Drépano, Fred Cédric Camara, c'était plutôt Patricia Armand, présidente de l'ADTCI. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc parler de drépanocytose, un sujet qui vous concerne tous à un niveau assez personnel, en tout cas pour vous trois. On va peut-être commencer par Patricia, vous êtes présidente de l'ADTCI. Alors, l'ADTCI, c'est quoi? C'est l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire, qui est créée depuis 2015, dont le fondateur est décédé aujourd'hui, paix à son âme, Stéphane Alla, qui était également drépanocytaire et un ami, un frère, et dont j'assure la présidence depuis 2 ans environ. Alors, le terme qui est un peu moins clair pour nous, c'est le deuxième terme après drépanocytaire. Vous avez aussi thalassémique ou thalassémie. La thalassémie qui est une maladie également, sœur de la drépanocytose, qui concerne davantage le bassin méditerranéen, le Maghreb. Pour les aspects plus techniques, le professeur pourra le professeur sera là et je ne veux pas empiéter sur ses plates-bandes, donc je le laisserai développer. Mais effectivement, la thalassémie présente des caractéristiques communes, notamment l'anémie, et avec une particularité que le faciès, le physique même des personnes thalassémiques est quand même assez caractéristique et se rapproche un peu de celui des trisomiques.
Alors justement, docteur, on va vous permettre peut-être de commencer par nous dire très rapidement la distinction entre ces deux maladies. Donc, la drépanocytose est une hémoglobinopathie, c'est-à-dire une anomalie de l'hémoglobine caractérisée par un défaut de structure, un remplacement ponctuel des acides aminés. Normalement, ça, c'est dur. Il y avait un autre français pour que ma camarade qui a bobo la puisse comprendre. Oui, voilà, les acides aminés qui constituent l'hémoglobine, on a un nombre précis de ces acides aminés. Dans la drépanocytose, on aura un changement de position de ces acides aminés qui se fait sur la chaîne bêta, mais c'est en position 6. Et l'hémoglobine ainsi obtenue, l'hémoglobine anormale, est appelée hémoglobine S. S qui veut dire sickle, qui a donné le nom de la maladie en anglais. Contrairement à la drépanocytose, la bêta-thalassémie, quant à elle, est caractérisée par une anomalie de synthèse. L'hémoglobine est synthétisée, il va y avoir soit un défaut ou une absence de synthèse, ce qui constitue la maladie appelée thalassémie, qui a les manifestations un peu différentes de celles de la drépanocytose. Ici, c'est essentiellement l'anémie. Contrairement à la drépanocytose, on peut avoir, en dehors de l'anémie, des douleurs qualifiées de crises vaso-occlusives. On aura le temps d'y revenir. Et physiquement, les thalassémiques, ils sont comment? Physiquement, les thalassémiques ont certaines anomalies qui sont qualifiées d'anomalies morphologiques. Au niveau du visage, avec un faciès déformé, souvent le crâne qui est plus gros, les yeux qui sont plus élargis, un menton étalé, et puis souvent une croissance retardée, un retard de croissance qui se voit surtout dans les formes majeures. D'accord. Alors, avant de pouvoir continuer à parler en profondeur donc, de la maladie, en particulier de la drépanocytose, qui est le sujet de prédilection de cette émission, on va quand même justement faire un petit état des lieux de la maladie en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde, avec ce récit de Chèque Bleu. On regarde. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde, avec plus de 153 millions de personnes qui en sont atteintes. En Côte d'Ivoire, c'est environ 6 000 cas qui sont détectés à la naissance chaque année. Héréditaire, elle affecte l'hémoglobine des globules rouges, une protéine essentielle à la fonction respiratoire, permettant notamment le transport de l'oxygène dans l'organisme. Les globules rouges des personnes atteintes prennent la forme de faucilles et endommagent les tissus et les organes. Plusieurs symptômes caractérisent la maladie, dont les plus courants sont une anémie chronique, se traduisant par une fatigabilité, des vertiges, des essoufflements, mais aussi des crises douloureuses et une sensibilité plus importante aux infections. Patricia Armand, mère de 3 enfants dont 2 drépanocytaires, a perdu son père âgé de 73 ans, lui aussi atteint de cette pathologie génétique. C'est après le décès de son meilleur ami atteint lui aussi de cette affection héréditaire que Patricia prend la tête de l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Tous ces événements douloureux sont un déclic pour la jeune femme qui choisit de s'engager face à cette maladie qui touche environ 14% des populations ivoiriennes. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour que les pouvoirs publics puissent à un moment donné. Ils font déjà beaucoup. On salue les efforts du ministère de la Santé, mais nous pensons que nous pouvons faire encore plus et nous invitons justement les pouvoirs publics à faire davantage. Donc déjà la mise en place d'un programme de santé publique qui permettra d'intégrer des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage. Nous souhaitons également qu'une loi sur les tests néonataux, comme il en existe dans d'autres pays, soit mise en place, ce qui signifierait qu'entre 0 et 3 mois, tous les enfants nés en Côte d'Ivoire seraient systématiquement dépistés pour savoir s'ils sont atteints ou pas de la maladie. Patricia décrit le fait que la drépanocytose ne soit pas considérée comme un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Et si les efforts de l'État ivoirien sont à encourager, beaucoup reste à faire. Nous souhaitons également qu'il y ait une loi sur les tests prénuptiaux pour que les personnes qui entrent dans les liens du mariage sachent déjà avant de se marier s'ils portent un trait drépanocytaire ou pas. Et nous souhaitons également qu'il y ait un centre médical dédié à la prise en charge des drépanocytaires en Côte d'Ivoire. Donc les objectifs sont nombreux, mais je crois qu'on peut résumer nos objectifs majeurs sur la base de ce que je viens d'indiquer. Le seul traitement curatif actuellement disponible demeure la greffe de moelle osseuse. Une intervention chirurgicale qui reste peu pratiquée en Côte d'Ivoire et s'avère très onéreuse. Aujourd'hui, le dépistage reste le principal moyen de prévention. Ou quand vous demandez aux enfants, parfois sur une échelle de 0 à 10,
à quel niveau vous vous situez, ils vous disent 20 ou 30. Ils vous parlent de la sensation que vous avez lorsqu'on prend une scie et qu'on essaie de scier un os. Regardez les enfants souffrir toute une vie. Ce sont des enfants qui parfois, entre 7 et 10 ans, commencent déjà à avoir des béquilles. Ce sont des enfants qui vont finir à 15 ans dans des fauteuils roulants pour certains. Ce sont des enfants qui, toute leur vie, vont être exposés à la maladie et à ses conséquences. On ne souhaite pas ça pour ces enfants. Donc déjà, le dépistage, c'est déjà éviter de continuer le cycle de transmission. Et c'est également aussi pour une meilleure prise en charge. Les différents services d'hématologie des 3 centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire ont enregistré en 2014 11 972 patients souffrants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 120 millions de personnes dans le monde, soit environ 5% de la population, est affectée par la maladie. Alors, Joël Cédric et Fred Cédric et Joël, vous êtes drépanocytaires. Oui. On sait que c'est une maladie génétique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites « j'en veux à mes parents » ? Bon. Non. Ouais. Moi, je n'en veux pas à mes parents. Mon défunt père ne savait pas. Ma mère non plus. D'accord. Et c'est à l'âge de 4 ans qu'on a su que j'étais drépanocytaire. À l'âge de 4 ans, après des analyses, des examens et tout, vu que je piquais des crises, les mains enflées, des douleurs. Ils avaient cru au départ que c'était des rhumatismes qui pouvaient être traités avec des sèmes anti-inflammatoires. Et après, ma mère a fait des analyses et tout, et elle a su qu'elle était drépanocytaire, mais elle ne faisait pas la maladie. D'accord. Voilà, c'est mon père qui faisait un peu la maladie, et bon, j'ai pris les deux. Pour ma part, non. Après, c'est compliqué de dire qu'on en veut à ses parents. Pour ma part, non, j'en veux pas à mes parents parce qu'effectivement, ils n'ont jamais fait de test. Ils ne savent pas. Ils ont, encore aujourd'hui, ils n'acceptent pas que j'ai ce déficit-là. Ils ne comprennent pas. Et, vous dites qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire ? Ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent d'où ça vient, c'est pas possible. Mon père, principalement, sont un peu dans le déni, c'est ça ? Ils sont vraiment dans le déni. Mon père, principalement, qui n'a jamais souffert. Se dit, c'est pas possible que tu aies un truc comme ça parce que moi, j'ai jamais eu ça. Ma mère, qui a, par contre, elle, eu plein de bobos, de douleurs et d'articulations. Donc, c'est plus elle qu'on soupçonne, mais avec ce que moi j'ai, c'est sûr que c'est les deux. Donc, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Et plus j'en parle, j'ai mes frères et mes sœurs, nous sommes 4, qui disent, ah oui, moi aussi, j'ai ces symptômes-là. Ah oui, donc ça doit être ça. Et comme madame disait, c'est une chance sur 4. Ouais. On est 4. Plutôt un risque, c'est pas une chance. Voilà, un risque, oui. On est 4. Et je suis l'aînée, je suis la seule qui ait pris les plus grosses douleurs. Les autres, c'est de temps en temps. Mais aujourd'hui, je suis contente d'en parler parce que ça permet à mes frères de faire plus attention et de dire, ah ok, d'accord, si je suis malade, c'est parce qu'il y a certainement ce truc-là. Docteur Boitier, alors on l'a entendu dans ce reportage, la maladie, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cure à part cette greffe de la moelle osseuse, qui n'est pas forcément envisageable pour beaucoup de personnes. En revanche, la prévention, le dépistage sont des méthodes qui devraient être efficaces. Pourquoi le bât blesse, en fait ? Je pense que pour mieux comprendre l'état des lieux, il faut expliquer le mode de transmission de la maladie. Comme on le disait tantôt, c'est une maladie à transmission, une maladie génétique dont les parents sont les porteurs sains. C'est-à-dire, celui qui transmet la maladie ne se sent pas malade. Il a un trait, le trait S, et le trait A est normal et un homme suffisant, donc domine le trait S. Ce qui fait que le patient ou la personne ne se sait pas malade ou ne sait même pas qu'il a le trait. Donc, c'est lorsqu'on aura 2 personnes ayant le trait qui vont se rencontrer, se marier et faire un enfant. Et comme Mme Maman le disait tantôt, le risque de survenue de la forme majeure est de 25% pour chaque grossesse. Pas pour 4 enfants, mais pour chaque grossesse, c'est-à-dire que lorsque la femme tombe enceinte, voilà, 25% pour qu'on fasse un enfant malade lorsque les 2 parents sont AS. D'accord. Donc, très souvent, les enfants qui naissent, les parents n'ont pas fait les examens. Donc, c'est avec les manifestations
clinique, et les examens qui vont suivre, on saura que l'enfant fait la maladie, mais les parents, eux, ils n'ont aucune manifestation, donc ils sont normaux. On doit le dire ainsi. Ouais. C'est difficile souvent d'accuser les parents. Donc, pour revenir sur le traitement, il y a le traitement curatif qui passe par la greffe de moelle. La greffe de moelle qui, en réalité, n'est pas une intervention chirurgicale, mais cela consiste à prélever la moelle osseuse d'un sujet dit malade pour le transférer ou transfuser, c'est l'expression, à un patient malade en changeant son hémoglobine et pour transformer cette hémoglobine apparemment à une hémoglobine normale. Ce qui fait qu'on va atténuer les manifestations cliniques du patient. Ensuite, d'autres méthodes ont été développées, c'est la thérapie génie qui se pratique aux États-Unis et en France. En fait, cela consiste à apporter l'acide aminé manquant sur la structure de l'hémoglobine. Mais c'est une technique un peu onéreuse qui ne peut pas se faire dans beaucoup de pays. Donc, si tu nous restes, nous, en tant que pays sous-développés, je pense que c'est la prévention. Et cette prévention passe par l'information, l'éducation et la sensibilisation. Et comme Mme Ama disait tantôt, je pense que le bilan prénuptial fait partie des moyens de prévention. On aura l'occasion d'y revenir certainement. Alors, la maladie se manifeste sous différentes formes, n'est-ce pas? La drépanocytose. La drépanocytose, oui. D'autres personnes, par exemple, ont des crampes dans les os, d'autres ont peur du froid, d'autres ont peur de la chaleur. Vous êtes sur ce plateau, vous avez même de différentes formes, n'est-ce pas? Parlons un peu des formes de la maladie. Alors, pour parler de moi, je ne fais pas de crise. Oui. Je n'ai aucune manifestation. Je suis juste ce qu'on appelle un porteur. J'ai transmis la maladie, mais moi-même, je ne la développe pas. Mais j'ai des enfants malades, j'ai vécu dans un environnement où mon père, enfin pas mal de personnes l'étaient. Donc, généralement, il y a un signe, c'est l'anémie. Ça, c'est chronique chez les drépanocytaires. Et maintenant, la manifestation de la maladie en dehors de l'anémie, ce sont ce qu'on appelle les CVO, les crises vaso-occlusives. Vous avez les petits vaisseaux que l'on a dans le corps qui vont en fait être obstrués, on va parler en français simple, bouchés, d'accord, qui vont être bouchés. Lorsque vous faites des crises, vous avez les cellules, déjà peut-être qu'on devrait commencer par là. La cellule du drépanocyte, l'hémoglobine, la cellule, les globules rouges que l'on connaît, on a tous appris à l'école qu'ils étaient ronds, souples. Chez les drépanocytaires, ils ne sont pas ronds et ils ne sont pas souples. Ils sont en forme de croissant de lune. Et cette malformation et le fait aussi qu'ils ne sont pas souples, ils ne se déforment pas, ils vont s'agglomérer entre eux et puis obstruer les petits vaisseaux. Et en obstruant les petits vaisseaux, ils vont empêcher l'oxygène d'arriver jusqu'aux organes. Vous voyez? Et c'est là où la douleur va naître. Et cette douleur-là, c'est le quotidien des drépanocytaires. Donc je pense qu'on peut parler d'anémie, on peut parler de douleur, mais il y a un troisième aspect qui est essentiel, c'est la nécrose. Parce qu'un organe qui n'est pas oxygéné va commencer à mourir. Donc souvent, il y a des complications qui sont liées à la drépanocytose, notamment les problèmes aux articulations, problèmes à la hanche, aux genoux. Mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser d'autres personnes. On va entendre un petit peu aussi vos témoignages sur vos symptômes à vous, ce que vous ressentez au quotidien. Peut-être, on va commencer par vous, Joël. Oui. Donc, contrairement à madame ou à ses enfants et à Fred Cédric, moi j'ai une forme CC. Donc, contrairement aux drépanocytaires normaux, en griffe, je ne vais pas connaître l'anémie, mais je vais connaître tout ce qui va être la douleur. Okay. Donc, je vais vivre la douleur comme un drépanocytaire, encore une fois, en griffe normale. Donc, moi, ce que je commence à constater depuis 2 ans, c'est ma vue qui baisse. Contrairement à il y a 3 ou 4 ans où je voyais vraiment nettement. Et je commence à voir de moins en moins et ça commence à être vraiment horrible. Ça commence à me faire vraiment peur. Donc oui. Donc les douleurs, ça va être quand il va faire trop froid, mais vraiment en Russie, par exemple, je ne pourrais pas. Ou quand il va faire très chaud au Burkina, voilà, je ne pourrais pas. Les températures extrêmes, voilà, je ne peux pas. Fatigue, d'accord. Quotidiennement, j'ai toujours mal aux articulations. Mais les activités que je pratique me permettent, en tout cas vraiment pour moi, me permettent d'oublier ces douleurs. Et j'ai envie de dire que si je ne faisais pas d'activité, je ne sais pas comment j'allais faire, parce que ça me permet
De quelles activités vous parlez? Votre travail? Les activités, mon travail. C'est-à-dire, c'est parce que vous pensez à autre chose. Mon cerveau est occupé à autre chose, que je vais oublier toutes ces douleurs. Et quand je vais rentrer le soir, peu importe l'heure, je suis vraiment à même le sol en train de supplier tout le monde de me marcher sur le corps, de me tirer jusque vraiment sur la tête à la limite. Tellement la douleur est intense. Pareil, voilà comment aussi. moi je vis le quotidien. Je vis mon quotidien. Moi, je suis de forme SFA2, forme majeure également. Et comment je vis la chose, je ne dois pas rester seul. Je ne cesse de dire, un drépanocytaire ne doit pas rester seul. Et lorsqu'il reste seul, il pense. Il pense beaucoup, et si j'ai mal, ici comme si, il se dit qu'il est le seul au monde. Moi, personnellement, comme elle a dit, je préfère m'occuper à autre chose, à mes activités, soit les études, soit la photographie. Je cherche toujours à innover pour ne pas rester à déprimer. Voilà. Et les médicaments, vraiment, je ne supporte pas les médicaments. Je ne supporte pas les médicaments. Je préfère boire beaucoup d'eau, et aussi prendre du jus de la betterave. D'accord. Voilà, pour éviter un peu l'acide folique, l'ACFOL. Parce que lorsque je vais faire la numération, c'est ce qui me permet d'être équilibré, d'être à 8 à 9 grammes. Voilà. D'accord. Ne pas être... Voilà, c'est tout, quoi. Je dois pas rester seul. Et vous avez des douleurs tout au long de la journée, ou il y a des moments de la journée où ça mes douleurs sont espacées maintenant. D'accord. Sont espacées maintenant. Je peux faire, grâce à Dieu, je peux dire, sur 1 an, je peux avoir des vraies crises, peut-être 1 fois. Dans l'année? Oui. D'accord, donc il y a une amélioration de votre état. Voilà, il y a une amélioration et tout ça, je tire chapeau à ma mère. C'est ma mère qui me dit prends ça. Elle fait la police. Et elle fait regarde de la recherche, c'est ça? Voilà, elle regarde toujours sur YouTube des vidéos. Elle, toujours les matins à taper la porte. Oui, Cédric, j'ai des remèdes. Prends ci, prends ça. Junior Mankou, prends ci, prends ça. Donc merci maman au passage. Donc, oui, c'est important. Elle est tout le temps à côté. Donc, concernant les formes de la maladie, on dirait qu'il existe 4 formes majeures, mais si je le dis ainsi, ce sont des définitions biologiques. En fonction du pourcentage de la fraction S, on dirait qu'il y a la forme homozygote, qui est la forme SS, et puis l'hémoglobine S peut être associée à d'autres anomalies, d'autres hémoglobines, telles que l'hémoglobine F et l'hémoglobine C. Donc, ça permet de définir ce qu'on appelle la forme SS, qui est la forme homozygote, la forme S-bêta-0 associée à une anomalie de la bêta-thalassémie, et la forme SA-FA2 ou S-bêta+, et puis la forme SC. C'est ce qui définit la drépanocytose. La forme CC est une anomalie de l'hémoglobine C, qui aussi donne, lorsqu'elle est double, comme chez ma voisine, donne des manifestations qui sont semblables à celles de la drépanocytose. La drépanocytose, on décrit classiquement 2 grands syndromes, 2 grands signes. C'est la douleur, ou ensuite le deuxième signe, c'est l'anémie. Et le siège de la douleur varie en fonction de la forme et puis varie en fonction de l'âge. Donc, vous conviendrez avec moi que pour les formes majeures, ça sera à un âge plus précoce, classiquement au bout de 6 mois. 6 mois parce que l'hémoglobine F avec laquelle l'enfant naît protège l'enfant jusqu'à ce que l'enfant lui-même exprime son hémoglobine qui apparaît autour de 6 mois. Donc, 6 mois, il a dit, syndrome pied-main. Mais lorsqu'on grandit encore un peu, ça devient l'abdomen. Quelquefois, certains enfants ont été opérés pour le ventre alors que c'était une crise vaso-occlusive. Et lorsqu'on grandit encore, qu'on atteint l'âge adulte, c'est le thorax, c'est le dos. Et tu dis ça, c'est atroce. C'est comme si on vous cisaillait, ou on vous sciait l'os. Ça ne se vit pas, et ça ne se raconte pas, ça se vit. On vous invite. Qu'est-ce qui explique... Je sais que vous avez parlé de 4 formes différentes, mais si j'ai bien compris, est-ce que ces formes-là expliquent aussi l'intensité des symptômes? Tout à fait. C'est-à-dire pourquoi il y a des personnes qui sont sur une chaise roulante et d'autres personnes qui arrivent à marcher Donc, ces formes majeures se manifestent classiquement par des crises. Mais dans certaines formes, on a l'anémie et l'évolution peut entraîner
certaines complications, comme les complications. Bon, cela, ce qui nous ramène à la manifestation de la maladie même. Comme il y a obstruction des vaisseaux, les vaisseaux transportant, l'hémoglobine transportant l'oxygène et le glucose, qui sont les substrats essentiels pour les différents organes nobles et l'appareil des yeux, aussi bien de la tête, aussi bien du cœur, du rein, des os. Donc, lorsqu'on a cette obstruction localisée au niveau des vasculations terminales, ça va entraîner des manifestations telles que l'ostéonécrose de la tête fémorale, on peut l'avoir même au niveau huméral, on peut avoir des rétinopathies, et ça, c'est parce qu'on ne veut pas faire toute la liste, sinon la liste est longue. Et j'ai oublié aussi de mentionner ce que je faisais, l'échange transfusionnel, qu'on appelle l'aphérèse. Je fais ça au Centre national de transfusion sanguine avec le professeur Sekongo. Cet échange consiste à retirer le sang malade, c'est-à-dire, voilà, en français simple, le sang malade, et à mettre un nouveau sang, en fait. Donc, il faut du don de sang, en fait. Tout à fait. Voilà. En fait... Alors, Fred, Cédric, on va continuer tout de suite, après cette courte page pub, et on revient avec nos invités. L'émission continue. Merci. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. On parle de drépanocytose, une maladie assez répandue mais qui est toujours aussi méconnue. En tout cas, dans une certaine mesure, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Nous avons Joël Aguassi qui est donc entrepreneur, Dr Kwaku Boadi, hématologue, Patricia Amand, présidente de l'ADTCI, et Fred Cédric Camara, photographe et aussi drépanocytaire. Et vous nous disiez justement, juste avant la pub, vous nous parliez de cette... méthode, échange de transfusion sanguine. Voilà. Je fais cette opération chaque 2 mois. En fait, cet échange consiste à défaut de prendre du cyclos, je fais ça. Cet échange consiste à retirer le sang malade et à mettre un nouveau sang dans le corps. Ce qui réduit un peu, lorsqu'on fait l'électrophorèse, ce qui te rend AS, mais pas... De façon permanente. Voilà, pas de façon permanente. Mais comme la dame a dit, chez nous, les drépano, nous avons les globules rouges qui sont en forme de croissant. Voilà, l'échange transfusionnel consiste plutôt à réduire ce nombre de globules malades. D'accord. Ce nombre de globules malades et à mettre plutôt des globules rouges sains dans le corps, de sorte à pouvoir faire des activités. Je connais un couple qui a dû annuler son mariage parce qu'ils se sont rendus compte que la femme était AS, l'homme était SS. C'est-à-dire qu'ils s'aimaient énormément. Je les connais personnellement et c'était le couple parfait, franchement. Mais quand ils se sont rendus compte, ils ont dû annuler parce que le médecin leur a dit qu'ils allaient faire des enfants drépanocytaires. Quand c'est comme ça, vous conseillez vraiment qu'on annule ou bien on se met ensemble mais on ne fait pas d'enfants? En tant que médecin, on essaie de donner l'information au couple ou aux prétendants au mariage avec des probabilités pour leur dire vous avez 25% de faire des enfants SS. Donc, le choix est laissé à chaque couple. Donc... mais alors, par contre, Patricia, vous suggérez limite qu'on ne donne pas le choix aux personnes, que les personnes... Enfin, je ne parle pas en termes de décider si on veut des enfants ou pas, mais qu'ils fassent toujours cet examen avant... De façon systématique, le bilan prénuptial, je pense qu'il est essentiel parce qu'on pense que l'amour est plus fort que tout. Ouais. Par expérience, l'amour n'est pas plus fort que la drépanocytose. Ouais. Parce que quand vous avez des enfants qui commencent à l'âge de 6 mois à faire des crises douloureuses, qui se réveillent le matin tuméfiés, où vous passez plus de temps à l'hôpital qu'à la maison, l'hôpital devient votre résidence secondaire, par expérience, les hommes s'en vont, ils veulent des enfants normaux du coup. Et les femmes restent avec les enfants. 150 membres dans mon association, on n'a pas plus de 3 ou 4 hommes qui viennent aux événements. Sérieusement. Ce ne sont que les femmes qui sont là. Incroyable. Donc, on peut aimer, mais est-ce que l'amour résiste à la maladie lorsque la maladie est quotidienne? On peut aimer, est-ce que l'on supporte de voir ses enfants souffrir toute une vie? Je ne crois pas. Personnellement, mon expérience, c'est que quand on sait qu'on est porteur de la maladie et qu'il y a des risques que l'on fasse des enfants malades, nos enfants méritent mieux que ça. On les aime, nos enfants, qu'ils soient malades ou bien portants, mais ne serait-ce que par amour pour eux, on ne peut pas déjà, à l'avance, intégrer le fait qu'ils vont naître malades. La maladie doit être un aléa
que l'on peut constater a posteriori, mais pas que l'on intègre dès le départ. Donc c'est dommage. Mais oui, j'encourage les personnes qui se savent tous deux porteurs de la maladie à ne pas se marier et à ne pas faire d'enfants. Ouais. Alors, une fois que le mal est fait, vous l'avez mentionné, hein, vous avez dit une fois que quand c'est fait a posteriori qu'on le sait, c'est un aléa. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que quand on sait qu'on est malade, qu'on a peut-être conçu un enfant qui est potentiellement malade, est-ce qu'il faudrait envisager l'avortement, par exemple? Non, par contre, non. Non, moi, définitivement, une vie reste une vie. À partir du moment où on attend cet enfant, il faut se préparer à le recevoir. Ça veut dire un suivi particulier, parce que il était courant d'entendre avant qu'un enfant drépanocytaire ne vivait pas au-delà de quelques années. 18 ans. Voilà, mon père drépanocytaire SSFA2 a vécu jusqu'à 73 ans. C'est pas une fatalité, quoi. Voilà. Quand on est pris en charge, on peut aller au-delà de l'âge que l'on a connu il y a quelques années. D'accord. Et aujourd'hui, vous qui avez des activités, vous travaillez, comment vous vivez au quotidien? C'est-à-dire, vous vous levez, vous partez au travail, vous avez quelqu'un à côté qui vous appelle de temps en temps, est-ce que ça va? Ou bien c'est le soir? Oui, on a toujours quelqu'un à côté. Comme j'ai dit, ma mère, ma petite amie, tout le monde m'appelle. Ça va? Tu vas bien? Tu bois de l'eau? Tu as mangé, surtout les matins. Tu as mangé, tu ne manges pas avant de sortir. Ça devient... Après, ça te fatigue toi-même, mais ils sont là pour toi, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment de votre vie auquel vous ne pensez pas à la maladie au quotidien? Est-ce que ça arrive Bon, moi... Vous en particulier, Fred Cédric? Moi, je ne pense pas à ça. Ah, d'accord. Je ne pense pas à ça. Et quand je ne pense pas à ça, ça me libère. Je me sens mieux, le fait de ne pas y penser. Parce que quand tu veux faire quelque chose et tu te dis « Ah, je suis malade, je ne peux pas faire », ça devient un frein. Voilà, ça devient un frein. Pareil pour vous? Moi, pour ma part, j'ai personne qui me rappelle qu'il faut boire de l'eau. Parce que les gens m'ont toujours connue dynamique, en fait. Ils m'ont jamais connue, même quand je souffre, c'est vraiment à la maison les soirs. Donc, je suis mariée depuis et mon mari, c'est que maintenant qu'il intègre le fait que je suis malade. C'est que maintenant que quand je dis, bon, je peux pas. Laisse-moi tranquille, je peux pas. Jusqu'il n'y a pas longtemps, il ne comprenait pas encore. Parce qu'effectivement, il me voit me lever le matin. Je suis dans le mobilier, donc je soulève des canapés, des trucs. J'ai toujours fait des activités très physiques. Donc, me voir malade, il ne connaît pas ça. Donc, j'ai mis juste une application sur mon téléphone pour me rappeler qu'il faut que je boive de l'eau. Après, j'ai un ami qui m'appelait chaque matin à 6h pour dire « Joël, il faut boire de l'eau. Sans eau, tu sais que tu ne pourras pas, parce que je déteste les médicaments. » D'accord. Et oui, il faut manger. Donc, c'est que ça, quoi. Donc, ça commence à rentrer un peu, chez mes parents surtout, que je suis malade. Et j'en riais encore il y a 2 ou 3 jours, où je disais à papa, mais c'est vous qui m'avez donné, mais qui t'a dit de prendre? donc voilà, c'est maintenant que les gens dans mon entourage commencent à dire, ah, ok, d'accord, on ne savait pas, depuis quand tu es malade? Donc je dis, ok, d'accord, je suis malade depuis toujours, en fait. C'est juste que je me suis dit, bon, il faudrait que les gens sachent, pour les enfants, parce que je me dis vraiment, un enfant qui est malade, qui ne sait pas, la maman ne sait pas que son enfant est malade, ça doit être pénible. Et voilà, c'est maintenant que j'ai commencé à en parler, juste pour sensibiliser. Et puis voilà. Et justement, vous avez des enfants? Vous avez fait oui. ce test prénuptial ou non? Parce que vous l'avez appris après. Oui, c'était trop drôle. J'étais enceinte de 3 ou 4 mois. Et j'ai ma tante qui est infirmière qui m'a demandé de faire le test. Donc, c'est l'électrophorèse. Donc, quand j'étais à la maison, elle m'appelle. Elle me dit, Jojo, tu es à la maison? Je dis oui. Elle dit, tu peux t'asseoir? Donc pour moi, j'avais peut-être le sida, les trucs comme ça. Elle dit, tu connais le statut de ton mari? Je dis non. Elle dit, t'es drépanocytaire. Donc moi, du coup, j'ai vu le SS, 18 ans, mes enfants vont mourir, c'est fini. Donc j'ai commencé à pleurer. Elle dit, non, mais bon, t'as un truc qui n'est pas très grave, mais si ton mari a une trace, c'est fini, ton enfant est condamné. Je dis, tanti, on fait quoi? On avote? On fait quoi? Elle dit, non, appelle ton mari, demande-lui, enfin, appelle ton petit ami dans le temps, demande-lui ou bien qu'il l'aille fait dès demain matin, comme ça on saura. Et elle a rajouté automatiquement, c'est pour ça on vous dit de faire des tests avant de vous mettre ensemble. C'est l'amour, c'est l'amour. On n'y pense pas, c'est incroyable. On pense pas à ça. Donc j'étais là en larmes, je suis allée voir mon père, il dit, quoi, drépano? Non, nous on n'a pas ça ici. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà, il dit, nous on n'a pas ça ici. Et Dieu merci, mon mari a fait le truc, il est AA. Okay. Donc j'ai seulement un qui est AS, qui a vraiment des traces. AC. Donc il va faire vraiment. Au début, il faisait des crises abdominales.
il était souvent plus malade que ses frères, mais là, ça commençait très amoindri. Donc voilà. Donc oui, si on avait fait au début, bon, pour moi, ça n'aurait rien changé. Mais étant enceinte, est-ce qu'on allait penser à l'avortement? Est-ce qu'on allait se dire, l'enfant, il est condamné? Et je suis d'accord parce que c'est pénible de dire, je vais mettre au monde quelqu'un qui est d'office malade. C'est vrai que ça fait beaucoup de questions. Ma question, elle est surtout pour Patricia et le professeur. Est-ce que les soins sont coûteux? Parce que vous, professeur, vous pouvez dire non, c'est pas coûteux, mais elle, en tant que mère, est-ce que c'est coûteux? J'ai commencé avant elle. Oui, c'est mieux. Allez-y. Pour parler de la prise en charge, on peut dessiner ça en plusieurs cercles. Il y a la prise en charge familiale, c'est-à-dire le soutien familial qui doit être indéniable, encouragé, parce qu'on ne peut pas vivre seul la maladie ou le mal. Le soutien permet de franchir des étapes et des caps. Il y a la prise en charge médicale. Quand il parle de la prise en charge, il y a les visites régulières qu'il faut faire chez son médecin traitant. Les études ont montré que cela n'a l'air de rien, mais a permis d'augmenter l'espérance de vie de beaucoup de patients. Donc, mon ami Cédric va de temps à autre chez le professeur Sekongo, mon ami Sekongo, au CNTS, à intervalles réguliers. Ça permet de faire un bilan pour apprécier l'évolution de la maladie, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir, donc détecter vite les complications et y remédier. Maintenant, il y a la prise en charge sociale. Quand je dis sociale, je parle de la communauté, je parle de l'État, je parle du gouvernement. Chacun de nous doit apporter son brin, sa pierre à l'édifice, parce que une étude avait été faite au CHU de Cocody qui montrait que un parent peut dépenser pour un enfant malade au moins 300 000 francs par an. C'est les médicaments, les visites, et ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de complications. Donc, vous me direz que peut-être 300 000 francs, c'est rien, mais rapporter, quand on voit les parents qui ont des enfants malades, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, ça, c'est pour le traitement basique. S'il faut encore des hospitalisations, ça revient encore plus cher. Donc, il faut appeler de tous nos voeux que cette maladie soit inscrite comme une priorité de santé. Et en apportant les soutiens nécessaires, mais surtout, et là, je rejoins Madame Maman, à qui je vais passer la parole tout de suite, il faut un centre dédié pour la prise en charge des patients drépanocytaires, comme cela se fait dans les pays limitrophes, comme cela se fait au Mali, notamment. Au Mali, on peut citer le Mali. Donc, Madame Maman, la perche vous est tendue. Merci pour la perche que j'attrape à deux mains. Alors, pour en revenir au coût, c'est exactement les mêmes chiffres qu'on a, entre 25 et 30 000 francs par mois pour tout ce qui est prise en charge quotidienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un drépanocytaire majeur prend des médicaments tous les jours, voire 2 fois par jour. De l'acide folique, et aujourd'hui, il a parlé du cyclose. En fait, c'est une molécule qui permet, on va dire artificiellement, d'augmenter le taux d'hémoglobine en fait, chez les malades, et qui fait que généralement, ils se portent mieux. Les enfants sont sous hydréa, qui est l'équivalent en fait du cyclose. Voilà. Et ils prennent de l'acide folique pour compenser le déficit tous les jours. Et il faut compter également 1 fois par mois une prise de sang pour justement contrôler l'hémoglobine et regarder comment l'enfant se porte. Donc ça, il faut compter entre 25 et 30 000 par mois. Ça, c'est hors crise. Un enfant qui fait une crise, il faut lui donner des médicaments spécifiques, il faut une prise en charge en milieu hospitalier, et ça peut ça varie, 50, 100, 200, 300, 400, 500, ça dépend de la durée de la crise. On a des patients parfois qui sont malades pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, vous avez un malade hospitalisé. Je n'ose pas vous donner... C'est journalier, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc il y a cette... comme il disait, au niveau du quotidien, c'est déjà au minimum 30 000 francs et plus, selon qu'on a des crises ou pas à gérer. Ouais. Ensuite, il parlait ici au niveau... Et là, vraiment, je me permets d'aller un peu au-delà de la question. C'est la priorité de santé publique. Si cette maladie est une priorité de santé publique, ça va permettre de mener des actions en synergie, des lois, déjà qui permettent de dépister les enfants entre 0 et 3 mois. Des lois qui permettent à chaque personne qui va se marier de savoir qu'il est porteur de la maladie. C'est également la possibilité d'avoir des prises en charge. Voilà.
d'avoir des partenariats, que ce soit avec le ministère de la Santé, avec tous les bailleurs de fonds, en fait, pour prendre en charge. Parce qu'il faut savoir que la drépanocytose, elle touche, c'est vrai, toutes les couches de la population, mais les personnes qui en souffrent le plus, ce sont celles qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas d'assurance maladie. Donc, sensibilisation, loi, tout cela n'est possible véritablement que lorsqu'on a véritablement élu, on va dire entre guillemets, érigé cette maladie en priorité de santé publique avec un programme de santé publique derrière. Et ça, c'est vraiment... L'État fait déjà beaucoup. On les remercie pour ce qu'ils font. Mais c'est pas assez. Mais suffisant. On souhaiterait qu'ils fassent encore plus. Et les associations sont là, les médecins sont là, les malades sont là. On est disponible pour les accompagner. Voilà. Merci beaucoup Patricia. Malheureusement, je sais qu'on pourrait en parler pendant encore une heure, sinon plus, mais malheureusement le temps nous manque. Et merci à tous les quatre en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de cette question qui est très importante. Merci à tous les quatre et vous surtout ne bougez pas, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On continue de parler de la drépanocytose avec Priscilla Dossé, cette jeune dame de 26 ans qui a été diagnostiquée de la drépanocytose à l'âge de 3 mois. Elle a donc décidé de lutter contre la maladie en créant sa propre association Drépano. On regarde ce portrait de Priscilla Dossé. Être drépanocytaire ne la freine pas. Je suis étudiante en master de sciences de l'information et de la communication, précisément en communication pour le développement. Et je suis aussi assistante de direction pour une université de la place. Je suis blogueuse, spécialement pour Drépano. Et je suis aussi community manager pour certaines entreprises. Le combat de Priscilla pour les drépanocytaires n'est pas anodin, car elle aussi est atteinte de la maladie. Diagnostiquée à sa naissance, elle veut briser les tabous autour de cette maladie héréditaire. C'était pour moi une manière d'ouvrir en fait le débat, de permettre à des personnes de connaître ce que c'est que la drépanocytose et de se rendre compte que cette maladie est bel et bien réelle et qu'elle fait souffrir beaucoup de personnes dans le silence. Et aussi qu'on a envie de lutter, surtout pour la petite enfance et pour les jeunes qui souffrent de la drépanocytose. Aujourd'hui, elle rencontre certains membres de son association, moments choisis pour partager les peines, les douleurs et aussi se soutenir moralement. La mort précoce due à cette maladie, Priscilla veut y mettre un terme. Pour elle, l'électrophèse s'impose au couple. Vous entendez les parents qui discutent avec le médecin qui dit si vous voulez que votre enfant puisse grandir, il va falloir que vous fassiez des sacrifices pour qu'elle puisse vivre parce que normalement, arrivé à un stade, ça pourrait être dangereux pour elle. Elle pourrait avoir la vie abrogée, soit à 15 ans. Et quand vous dépassez les 15 ans, vous vous dites youpi. Après, on vous dit à 18 ans. Après, quand vous dépassez 18 ans, on vous dit youpi. C'est vrai qu'il y a l'amour qui est, mais il y a des vies à sauver. Il y a des vies à sauver et l'électrophorèse, il faut dire que c'est un examen très important. Ce mental d'acier, Priscilla se l'impose pour booster toutes ces personnes qui souffrent comme elle au quotidien. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que la drépanocytose. On n'en parle pas. Très souvent, quand on en parle, c'est juste parce qu'il y a la journée mondiale et puis on en passe. Mais je me dis, il faut me lever pour me battre, pour qu'on comprenne ce que c'est que la drépanocytose, pour sauver des vies, surtout les plus petits. Je vous assure, une crise de drépanocytose qui est la CVO, elle est 3 fois plus douloureuse qu'une femme en contraction en fait, à la grossesse. Donc imaginez. Et c'est comme tout le monde ne peut pas décrire la crise, mais je me permets très souvent de décrire cette crise-là. C'est comme s'il y avait un gros camion qui vous passait sur le corps. Un très lourd camion, comme si on vous écrasait, ou alors comme des scies qu'on vous prend pour vous couper le tronc, les articulations, les os, comme si vous entendez les os qui craquaient en vous-même. Vous avez la douleur en vous. Sensibiliser, écouter et aider sont les axes de l'association Drépano dirigée par Priscilla et ses camarades. Il y a eu des moments de dépression, de solitude où
il fallait que je trouve quelqu'un à qui parler sincèrement, de dire combien de fois je souffre. Certes, il y a la famille qui est là, mais très souvent, on ne nous comprend pas parce qu'on a très souvent cette phrase qui nous revient, tu tombes tout le temps malade, c'est toi qui finis notre argent, ce genre de choses-là qui font que très souvent, on se dit, on est juste des personnes à mettre à l'écart. Et il faut vraiment quelqu'un pour comprendre, pour soutenir, pour accepter que vous êtes malade. Bonjour Priscilla. Bonjour. Écoutez, nous, on est, enfin moi personnellement, je pense que Kadi aussi, on est très émus après avoir regardé ce portrait de vous qui montre votre détermination, votre passion dans votre engagement contre la drépanocytose. C'est normal, c'est très personnel pour vous puisque vous l'avez, cette maladie. Et on vous a entendu parler de toutes les douleurs que vous avez vécues personnellement. Exactement. Vous arrivez à vous habituer à la douleur ou est-ce qu'on s'y habitue jamais? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là et on fait avec? Ou est-ce qu'on finit par s'y habituer? C'est peut-être une question un peu bête, mais... On ne s'habitue pas à la douleur. Je pense que c'est impossible de s'habituer à la douleur vu qu'elle ne vient pas tout le temps de la même façon. Et même si c'est peut-être répétitif à des articulations un peu précises, mais on ne peut pas s'habituer à une telle douleur. C'est très compliqué de vivre avec. Et il faut dire qu'on supporte. On supporte et on prend sur soi et on essaie d'avancer. Et on essaie de se dire, j'ai une vie, malgré tout, Dieu me permet d'avoir la vie. Du coup, autant la vivre bien, la vivre en gardant de beaux souvenirs, en famille, avec des amis, en gardant l'espoir, en me battant, tout en sachant que, voilà, je suis comme les autres, mais quelque part, je suis différente et qu'il faut que j'accepte cette différence-là pour pouvoir vivre. C'est bien, Priscilla. J'admire votre force. Hein. C'est incroyable. À votre jeune âge, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors, contrairement à d'autres personnes, vous avez été diagnostiquée à 3 mois. Alors que d'autres, c'est à 4 ans, 10 ans. Les parents, tout de suite, ne se rendent pas compte. Vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vos parents savaient qu'ils étaient porteurs ou du coup, ils ont anticipé ou bien c'est un coup de chance? Alors, il faut dire que mes parents ne savaient pas qu'ils étaient porteurs donc, de la maladie. Il a fallu donc, à la naissance, avec les remarques, vous savez, avec les mamans, l'instinct, l'enfant qui pleure trop, faut qu'on voie qu'est-ce qui se passe. Quand on arrive à l'hôpital, on fait des examens, il n'y a rien. On ne sait pas exactement de quoi l'enfant souffre. Et quand maman qui se dit, il faut que je sache pourquoi mon enfant pleure tout le temps, pourquoi elle se tord de douleur, il faut qu'on sache et qu'elle est persuadée qu'il y a quelque chose. Après le combat, les médecins qui se demandent, il faut qu'on creuse là, ici, pour savoir un peu ce qui se passe. Et là, on demande, je crois qu'on va faire un test d'électrophorèse. Et on fait un test d'électrophorèse et à la base, on trouve que l'enfant est SS. Du coup, on sait automatiquement, le docteur sait automatiquement que si l'enfant est SS, forcément, il y a l'un des parents ou les deux parents qui ont le signe parce que selon le tableau de croisement, si je suis SS, ça signifie que papa a le gène porteur et maman aussi a le gène porteur. Du coup, il faut dire que c'est à partir de ces 3 mois-là, de ces inquiétudes, de voir son enfant souffrir, que maman, à la suite des examens à l'hôpital, a su que j'étais malade. Et là, c'est le docteur qui vous dit en fait ce qui va se passer. En ce moment, je pense qu'on était à Boaké, voilà. Et vu que le centre spécialisé pour le traitement des drépanocytaires à le CHU de Yopougon, qui est actuellement fermé pour réhabilitation, il a fallu que mes parents fassent des sacrifices, qu'ils fassent des choix, qu'ils se disent, on laisse tout de Boaké, on vient à Abidjan pour permettre à notre fille de vivre, quoi. Vous avez déménagé complètement, vous avez changé de ville. Complètement, changé de ville, changé de train de vie. Moi, j'étais petite, mais je pense que les parents c'était beaucoup pour eux. Voilà, c'était beaucoup pour eux, des sacrifices de se dire on laisse tout ici, on change tout, on s'installe dans une nouvelle ville et on refait une vie tout en ayant l'espoir qu'on ait notre fille encore à côté de nous parce que à ce moment-là, quand on ne vous donnait pas une grande espérance. Exactement, quand le médecin vous regarde et vous dit si vous voulez que votre enfant vive, il va falloir que vous serrez la ceinture. Vous savez, en ce moment-là, pour un fonctionnaire, jusqu'à aujourd'hui même, pour un fonctionnaire, c'est pas évident d'avoir un enfant drépanocytaire vu la charge
que c'est coûteux, cette prise en charge des drépanocytaires. Mais aujourd'hui, grâce à tout ça, vous travaillez, vous êtes épanouie, on va dire. Oui, grâce à Dieu, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile. J'ai vécu toute une histoire avec ça. Depuis déjà la petite enfance, quand on commence à être conscient et qu'on voit que déjà même en famille, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne pouvez pas jouer comme les autres. Déjà, quand on est enfant, quand on part à l'école et que chaque fois, vous êtes tout le temps à l'hôpital pendant que vos camarades, vos petits camarades avancent et que vous devez reprendre même des classes parce que toujours hospitalisé, quand on revient, au conseil de classe, vous êtes tout le temps convoqué, vous n'avez pas pu, on ne peut pas vous laisser passer avec 9 de moyenne, 8 de moyenne parce que vous avez tout le temps été à l'hôpital. On aurait pu vous faire cette faveur, mais vous n'avez pas suivi de cours pratiquement toute l'année étant hospitalisé. On préfère, avec la décision du conseil, vous demandez de reprendre la classe et vous reprenez. J'ai repris comme ça plusieurs classes. Et quand vous finissez encore ce parcours, que vous arrivez à l'université, quand vous en sortez, et il faut aller déposer des dossiers pour avoir un travail, c'est-à-dire pour un interview, par exemple, et qu'on vous dit, vous avez quelque chose à nous dire, est-ce que vous avez un problème de santé? Je suis drépanocytaire. Ah, vous êtes drépanocytaire? C'est un peu rédhibitoire, c'est ça. Vous voyez, en fait, la boîte, elle a besoin d'avancer, c'est normal, elle a besoin de faire des chiffres, mais il y a vous. Vous avez toutes les capacités, les compétences, mais est-ce que vous pouvez nous aider à avoir les chiffres? Est-ce qu'on ne va pas, pendant qu'on aura besoin de vous, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas des crises ou des une crise, par exemple, qui va vous clouer 1 mois, 2 mois, 3 mois pratiquement au lit? Donc c'était un parcours du combattant. C'était un parcours vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je fais En tout cas, on vous félicite et on voit à quel point vous avez accompli. Félicitations. Merci beaucoup. Une belle continuation, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Alors, dans l'émission Les Femmes d'ici, on a un petit rituel. Et c'est de vous poser des questions très rapides dans l'interview tac au tac. Et ça va commencer tout de suite, l'interview tac au tac. Alors, l'idée, c'est de ne pas réfléchir, ou du moins le moins possible, et de répondre en quelques secondes. 2 secondes si possible. On va essayer. On y va. Garba ou riz couché? Garba. iPhone ou Samsung? Samsung. Victime ou survivante? Survivante. Je m'en doutais. Si vous deviez quitter la Côte d'Ivoire pour vivre ailleurs, ce serait où? Les États-Unis ou le Canada. Ouais. On va en parler plus tard. Niamako ou Bissap? Bissap. Jacquesville ou Grand Bérébi? Jacquesville. Bouaké ou Abidjan? Bouaké. Malgré tout? Malgré tout. Ça vous rappelle la petite enfance, c'est ça? La couleur rouge, ça vous fait penser à quoi? Le sang, la vie. Ouais, le sang, la vie. C'est beau ça. Combien de fois avez-vous éteint votre réveil ce matin? Comment? Combien de fois avez-vous éteint votre réveil ce matin? Une seule fois. D'accord, vous vous réveillez du premier coup. Alors matin... Pas tout le temps, mais très souvent. On éteint, après on dort. Dernière question, matin ou soir? Soir. D'accord, merci beaucoup, Priscilla. Alors, vous avez dit tout à l'heure les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Déjà parce que c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours aimé voir ces Américaines, ces Afro-Américaines surtout, dans la manière de s'exprimer, dans le style. C'est vrai que peut-être qu'elles n'ont pas cette culture-là que nous avons ici, mais elles arrivent à refléter en fait les racines africaines quand elles sont là-bas. Et je me dis... moi, je m'imagine avec mes cheveux afro, dans la neige, avec peut-être mon manteau, en train de marcher, de faire des photos. Et en même temps, le rythme de vie, vous voyez, ils ont cette habitude-là de prendre les choses au sérieux. Voilà, d'être vraiment précis dans ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils veulent. Voilà, de jouer, voilà, de prendre en considération le temps, les affaires. Donc, c'est cette culture-là, en fait, qui me pousse à me projeter là-bas. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On va voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Priscilla, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir d'écouter votre vie, voilà, qui vous êtes. Merci beaucoup. On se retrouve, mesdames et messieurs, tout de suite après cette courte page de pub. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette toute dernière partie de notre émission Les Femmes d'ici. Et on continue à parler santé, n'est-ce pas? Exactement, Anan, on va parler santé avec le docteur Gilles Bernard Anderson, tout de suite dans la rubrique Au Top.
Alors, docteur, vous êtes pédiatre et aujourd'hui, on va parler de la mort subite des nourrissons, c'est-à-dire des femmes qui portent 9 mois de grossesse et dès qu'elles accouchent, pour une raison ou pour une autre, l'enfant décède. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Bonjour. Bonjour. Oui, le décès, mais le décès, ce n'est pas à l'hôpital, en fait. D'accord. Le décès, c'est dans le berceau à domicile. OK. Donc peu après la naissance. Peu après la naissance. Non, oui, peu après la naissance, mais généralement, c'est une période entre 2 et 6 mois. D'accord. Ah. Voilà. On dépasse la période néonatale. D'accord. Et généralement, dans la période néonatale, les parents sont attentifs, en fait. Voilà. Ils auront 1 mois, mais après 2 mois, il y a un relâchement. Tendance à relâcher. Voilà, on commence à relâcher. Donc, c'est un décès brutal, inattendu. Voilà. Inattendu. Un bébé qui est apparemment sain, que les parents découvrent le corps dans le berceau. Voilà. C'est un peu, c'est ça qui est la mort inattendue, c'est la mort subite du nourrisson. Ouais. Alors, quelles sont les différentes causes? Oui, les différentes causes, aujourd'hui, nous, pédiatres, nous battons toujours parce que les parents n'acceptent pas tout ça. N'acceptent pas. Même le corps médical, il y a certains qui n'acceptent pas. La position du couchage du bébé. Surtout la position du couchage. Généralement, la position du couchage idéale, c'est de coucher bébé sur le dos. Mais on préfère coucher bébé sur le ventre. Pourquoi? Parce que bébé dort bien. En tout cas, ça, c'est vrai. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des avis divergents sur la question. En fait, oui, on dit c'est mieux ça, c'est mieux ça. Voilà. Mais en fait, la science dit coucher bébé sur le dos. D'accord. Voilà. Pourquoi bébé dort bien sur le ventre? Parce qu'à partir de 2 mois, les bébés ont beaucoup de coliques. Oui. Donc, quand on fait une pression sur l'abdomen, il y a moins de coliques. Ça lui fait du bien. Oui, ça lui fait du bien. Et c'est comme ça même on traite les coliques. Les coliques, c'est de masser l'abdomen. Donc, l'enfant dort bien. Mais c'est un risque pour le bébé. C'est un risque pour le bébé. Lorsque le bébé régurgite le lait quitte l'estomac, qui prend le trajet digestif et qui reprend la voie respiratoire. D'accord. En ce moment, le bébé est agité dans son berceau. Il réagit comme il peut. L'asphyxie, détresse respiratoire, arrêt respiratoire. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la mort subite. D'accord. Et ça, c'est la première cause qu'on a ici, la position du bébé. Voilà. Mais il y a aussi le partage du lit avec l'enfant, le bébé. Il y a certains parents qui partagent le lit avec le bébé. Et ça, c'est vraiment grave, ça? On ne devrait pas? Oui, mais c'est comment on se couche. Oh my God. Voilà, c'est ça. Comment on se couche et le drap. En fait, l'enfant, on peut bloquer la respiration de l'enfant avec notre main, avec les têtes d'oreiller. Ouais. Si on est quelqu'un qui est un peu agité, qui bouge dans son sommeil. Agité. Même si c'est un bébé qui est un peu agité aussi, tout le monde dort. Voilà, le bébé prend une position qui n'est pas adaptée, arrêt respiratoire. Voilà, c'est la mort subite. D'accord. Donc le bébé doit avoir son berceau à part. Son berceau à part. Voilà. Jusqu'à quel âge? À partir de 2 mois déjà, l'enfant doit avoir son berceau. L'enfant peut avoir son berceau jusqu'à 1 an même. D'accord. Et après 1 an, si on veut dormir avec son enfant, c'est moins grave. C'est pourquoi la période pic de décès, c'est entre 2 et 6 mois. D'accord. Voilà, entre 2 et 6 mois. Mais il y a aussi, même dans le berceau, on met trop d'objets inutiles dans le berceau. Les nounous. Beaucoup de peluches, beaucoup de nounous dans le berceau. C'est pour lui faire plaisir. C'est vrai, c'est pour faire plaisir au bébé, mais c'est un risque. On empêche la circulation de l'air dans le berceau. Dans le berceau, d'accord. Voilà comment ça se passe. On met les peluches et puis on met encore un drap sur le berceau pour dire à taux de mouche, voilà, à taux d'air. Vous avez une moustiquaire? Voilà. Ou un drap même? Non, les mamans mettent souvent un drap. D'accord, d'accord. Voilà, un drap qui bloque la circulation de l'air. Voilà. L'enfant peut avoir mort par asphyxie. Même les nounous aussi bloquent la circulation de l'air, peut avoir mort par asphyxie. Oui, ça aussi, ça. Maintenant, il y a aussi ce que les mamans refusent, le tabac pendant la grossesse. Le tabac, la cigarette? Oui, pendant la grossesse, entraîne une fragilité pulmonaire du bébé. Donc c'est plus facile pour ce bébé-là de faire une mort subite, une mort inattendue. Bon, ça, on le sait, non? Je pense. C'est un peu plus connu. Comme, Comment? Enfin, que la cigarette, il faut éviter. Il faut l'éviter. Et puis aussi, pendant la grossesse, et le tabagisme passif aussi. Oui. Oui, ça aussi, c'est aussi... Et dans un lieu où quelqu'un fume. C'est aussi un risque. Un risque aussi qu'on se bat tous les jours. Et le vrai problème, c'est le non-allaitement.
Le non-allaitement? Ouais. Oui. Ça, le non-allaitement. Et ça peut entraîner une mort subite parce aussi? que dans le lait maternel, on a beaucoup d'anticorps protecteurs. Ouais. Qui protègent les poumons, qui protègent tout ce qui est allergique, qui protègent vraiment la peau. Vraiment, les anticorps dans le lait maternel protègent l'enfant. L'enfant est fort, l'enfant est résistant. Il a un système immunitaire qui est fort. D'accord. Voilà, qui protège l'enfant contre beaucoup de pathologies. Et donc, si un enfant n'est pas allaité au lait maternel, il a des risques de développer? Oui. Il a des risques de mourir subitement? Oui, si on respecte les conditions, si on ne les respecte pas, c'est plus facile pour cet enfant-là. Ah, d'accord. On fait une mort inattendue qu'un autre enfant qui est allaité. Parce qu'il y a des enfants qu'on arrive à rattraper. Grâce à l'allaitement. Rattraper. Parce que on a reçu beaucoup de cas de bébés qui arrivent à l'hôpital où c'est vrai qu'il a une détresse respiratoire, mais avec l'aspiration, on a sauvé ce bébé-là. Et on a remarqué que ce sont ces bébés qui sont encore résistants, ce sont ces bébés qui étaient sous lait maternel. Ouais. Alors, quand on est, c'est des cas peut-être plus rares, mais quand on n'est pas en mesure d'allaiter, comme ça arrive à certaines femmes, du coup, est-ce qu'on peut juste tirer son lait et puis donner au bébé parce qu'on n'arrive juste pas à allaiter? Oui, on n'arrive pas. Pour nous, c'est la composition du lait. Voilà. C'est la composition du lait. Lorsque l'enfant prend des seins directement, ça crée la bonne relation mère-enfant. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est important. Mais pour la bonne santé, c'est la composition du lait. On a beaucoup d'anticorps protecteurs qui protègent le bébé. Voilà. Oui, ça protège le bébé. Donc, c'est intéressant de donner le sein. D'accord. Voilà, de donner le sein. Et puis aussi, on a remarqué qu'on a plus de garçons que de filles. Oui. Et ça, la médecine n'arrive pas à expliquer. Peut-être, on nous dit que le sexe féminin est plus solide. Ouais. Oui, mais sinon, oui, on a plus de garçons de mort subite, plus de garçons que de filles. Peut-être parce que les garçons, ils aiment c'est frais pour rien. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour tous ces points et toutes ces informations qui, je l'espère, vont servir à nos nouvelles mamans. Merci aussi à vous, Priscilla, encore, d'avoir été là parmi nous pour cette émission, donc un peu axée sur la drépanocytose. Merci à vous de nous avoir suivis avec attention. On se retrouve demain, même studio, et même chaîne, NCI. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À demain.